directeur sportif qui a eu l'idée de vous recruter pour le pourquoi, mais c'est une bonne idée. Je suis pas sûr qu'il soit très compétent, ce directeur sportif en tout cas. Bon, effectivement, on va parler d'eux aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, parce qu'on a le sentiment qu'ils sont de plus en plus sur le devant de la scène. Il y avait par exemple aujourd'hui l'interview de David Ventier, le DS, c'est une abréviation que je vais beaucoup utiliser aujourd'hui, le directeur sportif d'Auxerre. Et donc il évoquait par exemple les critiques dont il fait l'objet. Et c'est vrai que c'est devenu récurrent parce que les directeurs sportifs sont en première ligne. Pourquoi ils sont devenus omniprésents pour le meilleur et pour le pire, on va le voir. Alors, quel est leur rôle exact à ces directeurs sportifs? Alors, on a parfois l'impression que c'est exclusivement le mercato, mais loin de là, il y a plein de missions différentes pour un directeur sportif. On a trouvé une définition sur le site de SoFoot, on en profite pour embrasser Pierre Maturana. Dirigeant d'un club de foot, chargé de sa politique sportive, il gère les transferts, les relations avec l'entraîneur, la gestion générale de l'effectif et de l'état d'esprit. Il assure par ailleurs le lien entre la direction, le staff technique et les joueurs. Alors avec Arthur Girand et Baptiste Vautier, on vous a fait une infographie toute simple de l'organigramme d'un club. Donc vous avez le président tout en haut et en fait le directeur sportif il est entre le président et l'entraîneur. Alors dans le passé on avait le président et l'entraîneur et ça s'arrêtait là, mais le football s'est professionnalisé. Et on écoute Xavier Gravelaine sur ce rôle, il est aujourd'hui à Avranches en National 2, mais ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans le monde du foot et notamment en tant que directeur sportif, il est notamment passé par Guingamp et Caen. Vous êtes un lien important entre le président et l'entraîneur. Vous êtes là pour mettre aussi de l'huile dans les rouages. Vous êtes l'homme de l'ombre qui fait que vous anticipez à droite à gauche pour éviter que ça se passe mal. Mais il faut savoir dire aux entraîneurs ce qui va pas. Et puis aussi taper du poing sur la table quand voilà. Et quand il est en difficulté, il faut surtout être pas derrière lui, il faut être à côté de lui. Ou même devant lui pour protéger les coups. Le tout, c'est pas trahir. On peut ne pas être d'accord, mais il ne faut pas trahir. Xavier Gravelaine qui est dans tous les jeux de l'EDG et qui est là aussi en témoignage. Et merci ça, à lui, c'est beau. Alors, dit comme ça, ce qu'il vient de dire est passionnant, ça a l'air simple. En fait, la réalité est évidemment un peu plus complexe. Ouais, parfois, voire souvent, parce que les DS prennent de plus en plus de place. Et un qui prend de la place, notamment, c'est Mehdi Benatia, du côté de l'Olympique de Marseille. Regardez ce qu'il avait déclaré dans le Corriere dello Sport en septembre. « J'arrive au centre d'entraînement à 9h, je pars à 7h. Je contrôle tout, les repas, le poids, les kilomètres parcourus, le type d'entraînement. Et c'est la même chose pour les jeunes, je veux tout savoir, leur famille, leur école, leur éducation. Une seule chose que je sais faire dans la vie, m'occuper du football. » Alors vous me direz évidemment, c'est normal, c'est son rôle, et les joueurs aussi font appel à lui régulièrement de toute façon. Mais la question qui se pose, c'est à quel point un DS peut être intrusif par rapport à son entraîneur. Eh bien Gravelaine, lui, il est pour la séparation des pouvoirs. En tout cas, c'est ce qu'il fait avec son coach Cédric Angebar. Avec l'entraîneur, moi je n'entraîne pas, c'est son métier, chacun son métier. Il me demande ce que je peux, il veut ce qu'il veut, j'essaie de lui amener. Je n'interviens pas avec Cédric, j'interviens quand ça va mal ou quand il a des petits soucis à droite à gauche. Mais je fais totale confiance à mon entraîneur de façon à dire, et puis on partage tout le temps. On sait tout le temps au téléphone quand je suis pas là, on s'appelle, mais on a la même connexion football et la même fibre. Alors on parlait d'être intrusif, est-ce que vous vous souvenez du PSG Lille de février 2023? On avait assisté à cette scène incroyable avec Luis Campos qui était descendu au bord du terrain, juste derrière Christophe Galtier pendant le match. La scène avait beaucoup fait parler parce que ça avait vraiment donné l'impression d'une volonté de contrôler de la part du Portugais. Alors ça c'est un cas un peu extrême, mais il y a aussi des entraîneurs qui estiment que les DS peuvent intervenir auprès du groupe. Et c'est le cas d'Olivier Chouafny, passé notamment par Amiens, Sochaux, Quevilly-Rouen ou encore le féminin. Moi, je trouve qu'un directeur sportif a un rôle important. Le rôle d'être un petit peu une voix différente du coach, notamment dans des périodes où il y a peut-être des réunions où quelqu'un a besoin d'intervenir. Je trouve que le directeur sportif a vraiment une légitimité. À partir du moment où il a fait quand même une carrière et qu'il a un vécu auprès des joueurs, il est important d'apporter un vrai soutien et un regard et une voix différente dans un vestiaire. Alors, on le disait tout à l'heure, l'omniprésence des directeurs sportifs, c'est quand même surtout pendant le mercato. Oui, parce que c'est en grande partie eux qui ont la responsabilité du recrutement, avec les cellules de recrutement, les scouts aussi. Et c'est bien souvent ce qui cristallise les tensions avec l'entraîneur. On reprend un exemple récent du Paris Saint-Germain. C'est Thomas Tuchel et Antero Henrique qui concrètement n'étaient d'accord sur rien. Alors on était aussi beaucoup sur des luttes de pouvoir et d'influence au sein du club. L'équipe avait même expliqué que leur relation avait atteint un point de non-retour. Eh bien ces dissensions sur le mercato notamment, ça peut régulièrement amener à des situations où les transferts des joueurs sont annulés parce que le coach et le directeur sportif ne sont pas d'accord. Les explications de Jérôme Lancery, il est agent de footballeur. Souvent on a presque un contrat sur la table.
Et puis vient le moment fatidique où le directeur sportif nous dit écoute, est-ce que tu peux m'envoyer le numéro du joueur, le coach aimerait l'appeler. Et des fois, malheureusement, il peut y avoir un couac et du coup ne pas aboutir. Puis un point important, c'est aussi les mercatos, c'est aussi ce qui amène les critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Les supporters s'en prennent aujourd'hui beaucoup aux directeurs sportifs quand il y a des recrutements ratés ou même quand la saison se passe mal. On le voit notamment à Monaco en ce moment, c'est quand même Thiago Scuro qui cristallise pas mal les tensions, les banderoles, etc. Alors, on parlait du mercato des joueurs, mais il y a aussi un mercato, c'est celui des directeurs sportifs, il n'y a pas de raison. Et oui, clairement, parce que désormais, on a des mouvements entre les clubs. Les clubs essaient de débaucher les bons éléments chez leurs rivaux. Et nous, les médias, on participe à tout ça, puisque regardez ces coupures de presse de l'équipe. Et ben, quand il y a un nouveau DS dans un club, on en parle, que ce soit en France ou à l'étranger, comme on parlerait d'un transfert d'un joueur ou de l'arrivée d'un entraîneur, tout simplement. Surtout que les changements, ils sont devenus assez fréquents. Il y a de plus en plus de mouvements de directeurs sportifs. Un exemple type, c'est vraiment Flo Ghisolfi, qui en plus est devenu un profil international en allant en Italie, en se retrouvant maintenant en Angleterre. Il y a des profils dynamiques. C'est souvent des anciens sportifs, alors des anciens joueurs. Il n'y a pas besoin d'avoir été un grand joueur pour être un très bon directeur sportif. J'ai gardé ce petit passage, je pense que c'est intéressant pour le débat d'après. Est-ce qu'il faut être un ancien joueur pour être un bon directeur sportif ? En tout cas, Echouafni et Jérôme Lancery, ils n'avaient pas l'air tout à fait d'accord là-dessus. Non, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis enfin, on le voit de plus en plus face aux médias, ces directeurs sportifs viennent s'exposer. Exactement, là où avant, ils avaient plus un rôle de l'ombre, c'est ce que nous disait Xavier Gravelaine. Et bien là, ils sont dans la lumière au point qu'il y a même des trophées. Luis Campos, il a par exemple été élu meilleur directeur sportif de 2025 au Globe Soccer Awards. Alors ça peut aussi être un problème, parfois il y a des jalousies entre les entraîneurs et les directeurs sportifs. Mais en tout cas, leur exposition, eh bien, ça les force à devoir s'exprimer de plus en plus régulièrement. C'est vrai que médiatiquement, la pression est de plus en plus forte parce que c'est les réseaux sociaux et que vous êtes en concurrence entre les médias, les réseaux sociaux et puis où derrière la toile, beaucoup de gens peuvent critiquer. Il faut une certaine discipline, il faut tenir une certaine rigueur, mais c'est compliqué quand la pression elle est forte. Après, il y a des enjeux financiers, politiques, enfin des enjeux d'image. Et là, tout ça rentre en compte qui n'était peut-être le moins présent il y a 15-20 ans. Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? On va en débattre. En tout cas, le fait que les directeurs sportifs s'expriment de plus en plus. Olivier Echouafni, lui, nous disait par exemple qu'il n'était pas trop pour, par exemple, que son directeur sportif s'exprime, même si ça dépend un petit peu du message qui est passé. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un rôle qui est assez difficile, même s'ils ont quand même un avantage, c'est que les directeurs sportifs, ils font un peu moins office de fusible que les entraîneurs. En général, il y a un peu plus de stabilité. Encore que c'est en train de changer aussi. Merci beaucoup Romain, merci à Arthur Durand aujourd'hui et Baptiste Gauthier qui vous ont aidé à préparer ce très bon pourquoi. Giovanni, tiens, je vais vous faire commencer cette fois-ci. Non mais parce que vous êtes sur le PSG, et au PSG évidemment, il y a Luis Enrique, on dit qu'il l'a tout révolutionné, meilleur coach l'an dernier, tout ça. Mais il y a cette entente avec Luis Campos. Au tout début, il faut se souvenir, ce n'était pas si évident. Ils se sont rencontrés, ils se sont bien entendus, ils se sont mis OK, alors que Luis Campos, il était quand même j'impose mes joueurs, mes réseaux, ce genre de choses. Oui. C'est l'exemple type de la réussite qui manquait au PSG les années d'avant, par exemple, cette relation DS-entraîneur ? Avant, c'était extrêmement compliqué, parce que Romain l'a évoqué, il y avait surtout beaucoup de luttes de pouvoir. Il y avait aussi un président qui prenait énormément de place, Nasser Al-Khelaifi, dans les décisions. On voit, c'est ce qui peut se passer notamment à Lille, avec Sylvain Armand, Olivier Létang et Bruno Genesio. Parfois, le président prend des décisions tout seul. Là, en fait, il y a simplement eu quelque chose d'assez rare dans l'histoire du PSG, c'est que Nasser Al-Khelaifi s'est mis en retrait. Et le personnage principal du PSG, c'est Luis Enrique. Il faut rappeler que Luis Campos n'est pas un salarié du Paris Saint-Germain, c'est un prestataire extérieur, mais c'est le coordinateur sportif. Donc au début, la relation était un peu difficile à définir. Et quand Mbappé est parti, il arrive avec le clan Mbappé, en fait, Luis Campos. On s'est tous posé la question de savoir s'il allait rester ou partir. Et ça s'est bien passé. Ils font un travail remarquable tous les deux parce qu'ils se comprennent et qu'ils s'entendent très bien. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, parce que ces deux personnages avaient énormément d'ego. Et le problème aujourd'hui, c'est les égos, en fait, tout simplement. On va pas passer l'émission sur Marseille, mais Pablo Longoria, parfois, il ne demande pas l'avis à Mehdi Benatia, il fait les choses dans son coin. Mehdi Benatia, alors qu'il a la direction sportive en main, et ça devrait être lui qui doit s'occuper du mercato. Or, le président est parfois très intrusif. C'est cette frontière qui est difficile. C'est président, directeur sportif et directeur sportif, entraîneur. Un petit point sur Luis Campos, un détail qui n'en est pas un, c'est Loïc Tanzi qui disait dans Big Five, le podcast de l'équipe, que Luis Campos, quand il a prolongé, il est sur un salaire qu'il mettrait dans le top 10 des joueurs du PSG s'il était joueur. Ouais. Voilà, non, mais de toute façon, à ce niveau-là, il y a aussi... Après, il a fait ses preuves partout. Voilà, Lille, Monaco, il a été deux fois champion. Quand vous avez commencé, il y avait des directeurs sportifs. Il n'y avait pas la télé.
Si, il y avait la télé, mais en noir et blanc. Ça va. Il y avait 3 chaînes. Et moi, je le regardais sur la 5. Hein. Il y avait Shérif Fais-moi peur, Olivier Tom et Ludovic Obraniak. C'était super. Plus sérieusement, directeur sportif, quand votre agent négociait un contrat, c'était avec qui? Ça commençait à arriver, mais il y avait beaucoup ce lien président-entraîneur. Il n'y avait pas ce... Quand vous négociez, c'était avec qui? Le président. Ah oui. Moi, je pensais à l'OM avec Tapi. En fait, il n'y avait pas vraiment de DS à l'époque. Moi, à Metz, c'était c'était Carlo Molinari. Donc, tu parlais avec Joël Muller. Tu signais avec Carlo Molinari. À Bordeaux, c'était tu parlais avec l'entraîneur et tu signais avec Jean-Luc Trio. Voilà, c'était comme ça. Il n'y avait pas Ou alors, il y avait un directeur général qui s'occupait de l'administratif, de la gestion des contrats. Et qui n'était pas dans le sport pur. Non, moins. Donc là, maintenant, ils ont mis un homme parce que, évidemment, les présidents... Et vous trouvez ça bien? Vous trouvez que c'est logique dans un organigramme? Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une... Quand tu es président, il y a tellement de choses. En plus, maintenant, les présidents, les profils, c'est plus ceux qui mettent leur argent ou très peu. Il y a pas mal de délégués. Des gens qui sont représentants de tel fonds, telle chose. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui soit proche du... Et puis on ne peut pas laisser à l'entraîneur l'entière responsabilité de tout. Giovanni parlait de l'avant. Rappelez-vous Galtier, tout ce qu'il avait à gérer en conférence de presse. Luis Campos, qui lui est un directeur sportif plus axé transfert, vous parliez de gestion de l'image et tout ça. L'entraîneur, Galtier, je me souviens, Neymar était sorti hier et pourquoi il devait répondre à des questions, il devait avoir la tête qui fumait. Après, il y a des contre-exemples et qui marchent le mieux. Mathieu Bodmer est un excellent directeur sportif qui ne fait pas parler de lui, mais qui est un gros bosseur. Super relation avec Didier Digard. Grégory Lorenzi, qui est pour moi un des top directeurs sportifs de notre championnat, qu'on n'entend jamais. Et pourtant, Dieu sait qu'il a du pouvoir du côté de Brest. Mais c'est quelqu'un qui sait rester à sa place, je pense aussi à Jean-Louis Leca, qui arrive aussi avec... Bien sûr. Mais il y a aussi ce lien que vous pouvez faire, le good cop, bad cop, en fait. Où vous pouvez parfois, si vous entendez bien, jouer sur l'entraîneur un peu plus doux, le directeur sportif vient remettre un peu les choses en place, ou des fois un peu le contraire, quand vous avez une complicité entre les deux. Donc je pense que c'est un poste important. Je mettrais même dans les cas où vous parlez de Luis Campos, un coordinateur sportif, puisque vous avez des directeurs sportifs qui ne s'occupent que des transferts quasiment. Tu as directeur technique, manager général. Il y a même directeur du football. Voilà. Ça dépend les structures des clubs. À Marseille, c'est assez normal qu'il y ait du monde parce qu'il y a tous les jours il y a quelque chose à gérer. En fait. Paris, toujours, il y a un transfert. Ils ont renforcé d'ailleurs. Il y a Balzaretti aussi qui est arrivé à Marseille. Mais après, en France, Charlotte, nous on a eu les stars. Leonardo, par exemple, quand il arrive au PSG, directeur sportif, non mais c'est une star. Leonardo, on l'avait vu jouer, c'était une star. Aussi. Non mais, très bon, dire comme ce que vous voulez, mais il prenait la lumière, c'était Leonardo, vous voyez, avec tout ce qu'il avait de charisme. Bon, Campos, c'est une star aussi. Mais alors, à l'étranger, il y a Monchi, par exemple, Benoît Tribounas aurait pu nous en parler de manière formidable. Je veux dire, c'est l'architecte aussi du succès de Séville, par exemple. Begiristain, avec Guardiola derrière ses grands hommes. Bertha qui vient de partir à Arsenal, voilà, Bertha, qui était aussi à l'Atlético, maintenant qui est à Arsenal. Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément obligés de se mettre devant et qui aiment cette place de l'ombre. Est-ce que pour vous, ça devrait être toujours comme ça, un directeur sportif? C'est discret, je parle pas, je bosse pour le bien de mon équipe et de mon entraîneur. Oui, complètement d'accord. Parce que je trouve que ce qui se passe dans plusieurs clubs, notamment à Marseille, trop intrusif, là, qui contrôle le poids, etc. Tout ça, mais c'est inimaginable en fait. Quand tu es joueur, tu dois gérer ton entraîneur, tout ton staff, plus ton président, parce que voilà, c'est le boss, plus le directeur sportif, mais en fait, tu t'en sors pas. Donc, il faut rester dans l'ombre, dans le travail de l'ombre, comme les milieux de terrain en fait, qui travaillent et qui font un travail énorme. Donc, moi, à mon échelle, chez les féminines, on n'avait pas de directeur sportif. C'est arrivé assez tardivement. On négociait avec les entraîneurs, mais je trouve que ce poste-là est fondamental dans un club, dans une équipe. Ouais, négocier avec l'entraîneur, ça nous paraît même bizarre. Ouais. Quoi. Et c'était très étrange. Ah bah oui. Mais non, pour que tout le monde reste mal, en tu place. joues pas. Ah bon. Mais le directeur sportif s'occupe du football. Il faut quand même quelqu'un dans les hautes sphères qui s'occupe aussi de la partie foot et pas juste l'administratif et que juste les contrats. C'est quoi, pour finir avec vous, Swan, le profil d'un bon directeur sportif? Et qui est celui qui vous épate peut-être le plus? J'ai cité pas mal de noms, peut-être que vous en avez d'autres. Il a été cité par Ludo. Moi, c'est Greg Lorenzi. Je trouve que c'est quelqu'un qui travaille très bien. Et par rapport au profil, il y avait un débat, Romain, sur est-ce qu'il faut qu'il ait joué au foot ou pas. Je pense que ça dépend de ce que tu demandes à ton directeur sportif. Je pense qu'un garçon comme Joël Leca, par exemple, sa carrière et ce qu'il a vécu et les connaissances qu'il a eues servent très clairement aujourd'hui au RC Lens. Et je pense qu'on a à la fois un rôle qui peut être politique et un rôle qui peut être autour du sportif par rapport à qui tu vas être capable de ramener. Beaucoup de réseaux aussi, évidemment. Donc ça dépend, en fait, si tu veux quelqu'un qui te tienne une sorte de ligne politique sur comment le club doit avancer, ce que Monchi a très bien fait en ayant et aussi le réseau.
aussi. Bien Et sûr. ça, pour moi, c'est lui qui l'a vraiment lancé. Ou si tu veux être sur quelqu'un qui a juste du transfert. Donc je pense en termes de profil, un espèce de mélange des deux, c'est ce qui va y avoir aujourd'hui le plus. Eh ben parfait, merci pour ce pourquoi. Vous voulez Merci, rajouter Romain. un petit mot, non? Je vous vois. Non, j'étais en train de me dire, je crois qu'à Nantes, ils n'ont pas vraiment de directeur sportif. Et voilà. Ça a toujours fonctionné un peu avec les agents, avec. pouvez pas y aller, C'est Ludo Monsieur Kita. Exactement. Attendez, il y a Bah, il a Ludo postulé. qui veut bien être directeur sportif de Nantes. Très bien, je m'entends bien avec Monsieur Kittan. Voilà. Voilà. Si ça se fait, les Dépose gars, des CV. si ça se fait, Je ferai du Moi, bon. je prends 10%. Ouais, moi aussi. ouais, on prend 10%. Dans un instant.